On démarre. Allez, c'est parti. Bonjour à tous. Vous m'entendez bien? À merveille? Ouais. Je vais me présenter rapidement. Donc, je suis Laurent Meurice, coach agile depuis une vingtaine d'années. Je suis pas encore dans les seniors, mais presque. J'ai pas mal travaillé dans les grosses entreprises comme Air France et puis Decathlon où j'ai fait les premiers projets agiles. Et c'est vrai que depuis un petit moment, je travaille surtout aussi, on va dire, dans les startups à Toulouse, là où je suis. Et donc, c'est avec grand plaisir de vous partager ce sujet Chep Up. Donc, c'est toi, Pablo, hein, qui a un peu évoqué l'idée de cette discussion sur LinkedIn. Le but, c'était de dire, bon, bah, ok, Chep Up, on en entend parler. Est-ce que c'est vraiment agile? Bon, donc t'as fait l'invitation pour pouvoir en discuter aujourd'hui. Donc c'est vrai que Chep Up, on en entend pas mal parler on va dire, dans les startups qui deviennent scale-up. Euh, donc, euh, donc c'est vrai que c'est plutôt, on va dire, dans les petites entreprises, plutôt du numérique, on va dire. Moins dans les grosses entreprises. J'en ai un peu parlé à Airbus, mais je pense que c'est pas du tout le contexte. Mais oui, ça reste en tout cas très, on va dire, en tendance dans les startups. Donc le but ici, c'est de voir un peu, de confronter un peu les piliers hein, de l'agilité par rapport à ShapeUp, par rapport à Scrum. Donc là, moi, ça m'intéresse beaucoup. Pour moi, ShapeUp, c'est une méthode agile, même peut-être plus agile sur certains aspects que Scrum. Moins sur d'autres. Voilà. Après, il s'agit pas de comparer pour moi Scrum et ChapUp. En tout cas, Scrum est aussi, en tout cas, moi, je l'accompagne encore cette semaine. On démarre un projet Scrum dans une startup à Toulouse. Le but, c'est voilà, c'est pas forcément de dire Scrum c'est moins bien, ChapUp c'est moins bien. Voilà, c'est confronter un peu les piliers de l'agilité. Donc ça, je trouve ça super intéressant et intéressant d'avoir votre avis à tous, à Claude aussi, à Pablo. Donc je sais que il va y avoir du challenge, mais en tout cas, voilà, c'est l'intérêt de la discussion d'aujourd'hui. Globalement, je vais vous expliquer ChapUp. Donc je vais aller très vite. Alors tout d'abord, le ChapUp. Donc ça a été fondé par Basecamp. Alors je vais pas aller dans le détail, mais c'est donc le Basecamp, c'est une société, un éditeur logiciel de gestion de projet, et c'est en mode startup, hein, et ils ont donc développé euh, cette démarche par l'un des cofondateurs de Basecamp. En quoi consiste Basecamp? Globalement, on le résume à ce petit schéma, même si pour moi, c'est pas le plus essentiel. Euh, c'est un cycle itératif. Donc là, on appelle ça le in-cycle. Le in-cycle, je vais démarrer par le in-cycle en bas, là, la partie build. Donc c'est des cycles itératifs de 6 plus 2 semaines. Donc en gros, c'est un cycle toutes les 8 semaines avec 6 semaines de build et 2 semaines de cooldown. Donc je vais expliquer. Donc ça, c'est le cycle principal. Euh, donc c'est pas comme dans Scrum où on a des itérations qui s'enchaînent. Ici, on a une itération build qui est de 6 semaines et cooldown de 2 semaines. Ça, c'est le cycle principal qu'on appelle le in-cycle. Et en parallèle de ça, alors en parallèle entre guillemets, parce que c'est pas en parallèle, c'est en amont, quoi, on va dire. Il y a le out of cycle. Et le out of cycle va tout simplement préparer le in-cycle. Et donc, on va avoir cette phase de préparation. Alors, il y a plusieurs choses, hein. Il y a la phase de shape,
Donc la phase de chef, je vais aller un petit peu dans le détail, ça va permettre d'identifier de quoi, qu'est-ce qu'on attend en termes de build, qu'est-ce qu'on attend à la fin de l'itération build. Et ensuite la phase de bet qui consiste à identifier en fait les sujets, les différents sujets qui ont pu être shapés et on va en choisir un ou plusieurs, un peu comme un pari et c'est pour ça que ça s'appelle bet. Voilà et donc cette phase est en amont de la phase build au niveau du développement du produit, quoi. Alors, on a bien ces deux cycles, in cycle et out of cycle. Comme on le voit là sur ce schéma, il y a la phase shape, bet et build. Et voilà, puis ça s'enchaîne d'une manière itérative. Voilà. Alors, on pourrait dire que 6 semaines dans la phase build, c'est beaucoup par rapport à Scrum qui est 2 ou 3 semaines. Mais voilà, on va rentrer un peu dans le détail pour voir en quoi ça consiste exactement. Alors, on retrouve ici dans ce schéma que j'ai repris de Basecamp, hein, du livre Shape que j'ai repris de Shape oui. C'est la phase donc de shaping, betting et building. Donc on retrouve en fait les différentes étapes de la construction d'une itération. Donc en fait la phase de shaping, elle est assez simple, hein, c'est à partir d'un besoin, d'un concept, d'une idée. Eh bien, on va faire ce qu'on appelle un pitch. Donc, on va shaper un pitch et ce pitch va se matérialiser d'une manière assez simple. Alors, j'ai un petit schéma là, on voit pas grand-chose, mais en gros, on va avoir c'est quoi le problème qu'on adresse, euh, quel est en fait l'enjeu, l'impact qu'on recherche par rapport à un sujet, quel est l'appétit, quelle est la solution d'une manière très draft, hein, très high level, quels sont les terriers de lapin, les rabbit holes. Donc ça, je vais juste en préciser deux mots. Et ensuite, on a toujours dans ce pitch, on a les no-goes, c'est-à-dire vers quoi ce qui est hors périmètre, hein, vers quoi on ne doit pas aller, quoi. Donc ce petit pitch, alors c'est un peu naïf de résumer la phase de shape par un pitch, hein, parce qu'au final, c'est pas un pitch, c'est un document écrit, hein, qui va être partagé et puis travaillé avec plusieurs parties prenantes. Donc, par exemple, il va y avoir des personnes qui connaissent bien le métier. Donc, ça peut être les sales, les vendeurs, ça peut être le marketing, ça peut être aussi des product managers. Dans Shape Up, il n'y a pas forcément de product manager d'identifier, mais il peut en avoir. Ça peut être aussi des experts techniques, hein, des CTO ou même des lead tech ou voire des développeurs hein, qui font partie de cette phase de check. Ça peut être aussi voilà des personnes sur l'ergonomie et sur la recherche utilisateur aussi. Ces personnes-là, ils écrivent le pitch, il est synchronisé, enfin il est amendé, il est challengé pendant cette phase de shape. Et pendant cette phase de shape, on va construire surtout qu'est-ce qu'on attend. Et on va pas aller dans qu'est-ce qu'on va produire, quoi. C'est surtout qu'est-ce qu'on attend comme impact. Une fois que cette phase de shape, donc dans le cycle des 6 semaines, là, elle est terminée, eh bien, il y a ce qu'on appelle le betting. Donc, le betting, c'est ici, là, c'est matérialisé ici. En fait, on va choisir parmi les différents sujets de shaper, les, les différents pitchs travaillés, eh bien, on va choisir les sujets. Ouais, Pablo, j'ai bien vu le timing. Donc il y a la phase de betting table, donc c'est la table avec la direction. Donc on est plutôt en mode startup ici, hein, où il va y avoir le CEO, il va y avoir des parties prenantes, les VP par exemple, les sales, marketing, etc. Et toutes les parties prenantes importantes. Il peut y avoir aussi des représentants, bien sûr, des produits, de la technique, et ils vont choisir en fait le ou les sujets qui vont rentrer dans la phase de build. Et donc cette phase de build, elle démarre après la phase de betting table enfin de bet de 2 semaines.
La phase démarre de build, donc 6 semaines, on est parti pour 6 semaines. Alors je vais aller voilà, cette phase, elle est, 6 semaines, ça peut paraître long, mais en même temps, cette phase-là a une caractéristique importante, dans Shape c'est que ça commence le premier jour des 6 semaines, ça se termine au bout de 6 semaines. Par contre, à la fin des 6 semaines, c'est fini, il y aura pas un jour de plus parce que tout simplement la prochaine itération, ce sera un autre sujet qui va être, choisi, à la betting table et donc c'est terminé. C'est-à-dire qu'il faut que l'équipe de build, termine, le sujet dans ces 6 semaines, absolument. Alors comment va-t-elle faire pour, faire tenir ce sujet dans le enfin le ce pitch dans les 6 semaines? En fait, ce que dit CheapUp, c'est qu'il y a, il y a une phase, il y a 2 grandes phases. Globalement, dans une première phase, on va identifier ce qu'on appelle les scopes et pendant les premiers jours, hein, les 2-3 premiers jours, qui est une phase un petit peu compliquée, c'est de rentrer, dans le pitch et de voir un peu les scopes, on les découpe et on va identifier les premiers scopes qu'on va démarrer. Et une fois que les premiers scopes sont démarrés, ils vont suivre cette petite, colline là qui s'appelle le hill chart et donc ça représente un peu le backlog en quelque sorte. Enfin, la métaphore est pas super bonne non plus, mais en gros, ce lead chart va représenter le suivi d'un scope. Et en fait, au départ, il va monter. Et c'est cette montée qui est compliquée, un peu comme quand on monte la colline. C'est qu'en gros, on va vraiment identifier comment on va réaliser le scope. Et donc, il y a cette phase de conception émergente, de définition. Et surtout, et là, c'est super intéressant, cette phase où on va réduire en fait, le scope le plus fortement possible pour que ça rentre, dans nos 6 semaines. En tout cas, que ça rentre même avant les 6 semaines parce qu'il peut y avoir plusieurs scopes. Et donc, ce que dit CheapUp globalement sur ce sujet, c'est que, les fonctionnalités poussent comme de l'herbe folle. Enfin la richesse, les bonnes idées poussent comme l'herbe folle et en fait dans cette montée-là, le sujet, c'est surtout de couper l'herbe, de faire du débroussaillage et de réduire le scope à sa plus petite réalisation pour avoir la plus forte valeur possible. Donc en fait, il faut vraiment viser vraiment ce qui apporte le plus de valeur. Donc là, par exemple, on va enlever tout ce qui est un peu complexe, tout ce qui est un petit peu qui sort du cadre, et surtout, on va réduire le scope. Donc ça, c'est un exercice hyper compliqué. En général, les phases de chip-up ici, c'est toujours la phase la plus complexe du build. Et en fait, c'est là où l'équipe galère vraiment. C'est-à-dire, elle galère à comprendre sur quoi on va, à concevoir et à réduire le scope. Une fois qu'on est en haut de la colline, en fait, la descente, elle va être plutôt facile, dans la théorie, bien sûr. Mais en gros, une fois qu'on sait de quoi on parle et quel est le périmètre de ce qu'on va réaliser, eh bien, c'est le getting things done, getting it done. En fait, on n'a plus qu'à descendre et ça permet d'aller plus vite. Enfin, en tout cas, ça va plus vite. Même si à la fin, là, dans cette phase, effectivement, le finish est toujours compliqué parce que on a 6 semaines, pas un jour de plus, et donc il y a un stress qui se développe à la fin de cette phase pour finir l'itération. Alors, pour résumer un petit peu cette phase, en fait, le cœur de CheapUp, il est quand même super intéressant sur un point, c'est les fameux rabbit holes. Et globalement, en gros, ce que dit CheapUp, c'est que là, la petite courbe, elle montre que la probabilité de finir dans les temps, elle est plutôt haute, effectivement, de finir dans 6 semaines. Par contre, cette probabilité, il y a quand même une longue traîne ici, dans le sens où on peut déraper et en fait, le fait de, de réaliser ces différents scopes, il peut y avoir toutes les mauvaises, enfin toutes les bonnes raisons que ça prenne plus de temps que prévu. Et c'est en ça où on va identifier pendant la phase de shape ces fameuses raisons pour lesquelles on risque de déraper. Et ça, on le prédit avant. Et on le prédit dans la phase de shape, c'est les rabbit holes. Et donc, on va chercher des raisons fonctionnelles de déraper,
des fonctions aussi techniques de déraper. Et c'est là où aussi on anticipe en fait cette longue traîne qu'il faut qu'on ne peut pas se permettre puisque c'est 6 semaines, pas un jour de plus, quoi. Voilà, donc ça c'est un point important. Il y a un autre point que je voulais préciser, enfin que CheckUp en tout cas sur lequel il met l'accent. C'est et c'est vrai que là-dessus il y a beaucoup de critiques, mais c'est un positionnement très volontaire et un peu marqué. C'est que TypeUp, il va se concentrer sur le minimum viable, on va dire, sur un sujet. Et donc, le minimum viable dans le sens où, dans le livre de TypeUp, il parle de la métaphore du hot dog. C'est-à-dire que si on a faim, en fait, un hot dog peut suffire. Même si hot dog, c'est le pire repas qu'on puisse, enfin, pour certains, imaginer. Eh bien, c'est pareil dans la philosophie de Shepard, c'est de dire si notre utilisateur attend une fonctionnalité, c'est qu'il a faim et que quelque part on va lui fournir le minimum et on va lui fournir quelque chose qui va peut-être être un peu frustrant, mais au final, après, on pourra faire mieux. Et cette frustration, elle est aussi une bonne nouvelle, c'est qu'on ira plus loin. Et donc, ce que dit CheckUp, c'est que il faut créer cette frustration, entre guillemets, il faut aussi être en mode hot dog et pas en mode plat complet. Et que le good is relative, c'est il faut qu'on propose vraiment le minimum viable. Donc ça, il y a des critiques là-dessus parce qu'il y en a qui font aussi le parallèle avec l'ergonomie et puis l'UX et l'UI. Et c'est vrai qu'il y en a qui vont pousser un peu l'extrême en développant des scopes, des fonctionnalités qui ont une richesse ergonomique ou UI qui pourrait être plus faible que du développement agile, enfin, comme dans Scrum. Mais c'est une fausse raison aussi, c'est que quelque part, on peut très bien intégrer l'ergonomie et l'UX aussi et l'UI, mais il faut l'intégrer au bon moment. Et en fait, c'est encore une fois, il faut pas chercher la perfection, il faut plutôt être en mode hot dog. Et après, si le hot dog, on veut plus, eh bien, on va faire un meilleur repas, quoi. Voilà, donc ça doit être dans l'esprit, en tout cas dans l'esprit de la conception en fait de la phase build et du scope. Voilà. Et une dernière chose, je sais pas si je suis dans les temps, mais une dernière chose que je voulais vous partager, c'est probablement la forte différence avec Scrum aussi, c'est que la phase de shape euh, introduit aussi une notion qui est, on va dire, un peu ce qui est évoqué dans le product management, c'est-à-dire qu'on a plus une vision produit ou une vision impact, c'est-à-dire en gros, qu'est-ce qu'on attend comme impact au niveau de l'entreprise, du client, et surtout en termes, on va dire, d'impact de valeur. Et en fait, dans la phase de type, on va plus décrire qu'est-ce qu'on recherche comme impact. C'est ça le cœur de cette phase, plutôt que de décrire au final la solution. C'est-à-dire la solution, on peut avoir quelques drafts au marqueur, c'est ce que dit CheckUp, on a quelques drafts au marqueur sur une feuille A4, pas plus, mais on reste surtout sur quelle valeur on va produire. Ce que je veux dire par là, c'est que la différence ici, c'est qu'on va introduire surtout les parties prenantes, le CEO, les VP, les CT, enfin les CXO, là. Et en gros, on a une vision très entreprise et non pas une vision très applicative ou solution. Donc c'est vraiment une vision entreprise. Voilà. Et c'est vrai que la deuxième, du coup, la conséquence de ça, c'est qu'on donne cet impact, en tout cas cet objectif, à l'équipe de build. Et l'équipe de build, elle a ce pitch dans les mains et elle est complètement autonome. Il n'y a pas de backlog, hein. Donc, il n'y a pas de backlog, il n'y a pas de user story. Elle a juste un pitch et elle doit juste réaliser en fait ce build et elle a tout dans les mains pour pouvoir le faire d'une manière autonome. Et en tout cas, tout lui revient pour réaliser cela. Donc, il n'y a pas de product owner qui va définir les stories. C'est l'équipe qui réalise. Voilà. Et l'équipe, c'est une micro-équipe. C'est de 2 à 5 personnes.
Donc c'est un peu différent de Scrum. C'est plutôt deux trois personnes. 5, c'est vraiment le max en général. Bon, après, c'est variable, mais en général, c'est deux trois personnes et on a, les personnes doivent pouvoir traiter le sujet en autonomie. Il n'y a pas de dépendance, le moins de dépendance possible, bien sûr, mais ça veut dire aussi des personnes multidisciplinaires et donc ça veut dire une maturité, on va dire culturelle liée, au développement, aux équipes de développement assez fortes sur le côté multidisciplinaire. Voilà. Pour faire du front-end, du back-end, des API, et voire même de l'ergonomie. Et en fait, c'est en ça où c'est quand même assez contraignant, enfin en tout cas dans son organisation aussi. Je te Voilà, j'ai terminé. de toute façon, tu vas avoir d'autres occasions pour parler. Ouais. Claude, on essaye d'abord de se faire un retour tous les deux. Tu démarres? Très bien, oui. Merci Laurent, hein. Donc moi j'ai pas pratiqué chez Pop, hein. Je vais me baser sur le retour d'expérience que j'ai eu avec Sophie qui est avec nous aujourd'hui, et puis sur ma lecture poussée de ce qu'a écrit Basecamp. D'ailleurs, c'est bien écrit, c'est assez malin. Et il y a beaucoup de jargon, donc il faut faire attention et essayer de faire aller ça avec le vocabulaire qu'on a habituellement. Alors, du point de vue pragmatique, hein, moi j'observe le résultat avec les petits retours d'expérience que j'ai eus. J'ai vu des développeurs contents qui ne voudraient pas revenir en arrière. Très bien. Très bien, hein, donc c'était très bien qu'ils continuent, hein. Donc chez Pop est pour eux une réponse à un problème. Le problème qui est souvent évoqué et qu'on retrouve aussi dans la littérature, c'est oh là là, les cycles, les sprints de 2 semaines, ça met une pression de dingue, c'est pas possible. Et donc, voilà, chez Pop est venu donc à essayer d'apporter une solution à ce problème-là. Donc, c'est souvent sur du Scrum mal utilisé. Alors, comme chez Pop demande des efforts quand même pour être appliqué, hein, il y a le vocabulaire, mais il n'y a pas seulement ça, il y a une organisation à mettre en place. La question qu'on peut se poser, on va essayer de voir ça ensemble, c'est est-ce que ces efforts-là, il vaut mieux les mettre pour passer à autre chose de type chez Pop ou pas, et pour essayer de faire mieux, de mieux appliquer l'agilité. Alors, pour y répondre, je propose de positionner chez Pop. Alors, Basecamp, hein, que j'ai bien lu, ne fait aucune référence à l'agilité. Donc, c'est une interprétation de Laurent de dire que chez Pop, c'est une méthode agile. Il n'en est pas question du tout. Alors, on pourrait se dire, ils veulent pas utiliser le mot, mais en fait, ils sont peut-être agiles. Alors, regardons les principes. Les principes de l'agilité, on va rester sur 2 principes essentiels. L'équipe auto-organisée. L'équipe auto-organisée, c'est simple, avec ShapeUp, il n'y a pas d'équipe. Il n'y a pas d'équipe, donc elle n'est pas auto-organisée non plus. Alors il y a bien une équipe, comme a dit Laurent, une équipe de build qui à un moment donné va travailler sur des choses, mais on lui a quand même dit sur quoi elle a travaillé et elle n'a pas de marge de manœuvre pour prendre des décisions puisque les décisions sont prises avant, pendant la période dite de bête. Pas d'équipe. Alors, on est plutôt dans la division du travail, en fait, hein. On est plutôt, par rapport donc à l'agilité qui prône l'auto-organisation, là, on est plutôt dans la division du travail. Il y a des gens qui sont là pour décider des projets qu'on fait. Il y en a qui sont là pour définir ce qui doit être fait, ceux qui travaillent sur le shape. Et puis, il y en a qui sont là pour réaliser. Le deuxième principe fondamental de l'agilité, c'est les boucles de feedback orientées utilisateurs. Des utilisateurs, il n'en est pas question en fait dans ShapeUp. J'ai rien trouvé sur les utilisateurs, comment on les faisait participer. Par exemple, il n'y a pas de revue qui est faite à un moment donné, même à la fin du cycle dit de 6 semaines, on n'en voit pas. Il y a cette histoire de durée, effectivement, hein, ce qui fait la particularité de ShapeUp, c'est ces cycles de 6 semaines. On va y revenir, je pense. Juste pour dire maintenant, pour moi, c'est pas du tout itératif, hein, ce cycle de 6 semaines qui en réalité en fait 14, parce que si on compte
Il faut 6 semaines pour shaper une idée, 2 semaines après de cooldown plus 6 semaines, ça fait 14 semaines. Voilà, donc pour moi, ça ressemble plutôt à un cycle en V où on fait donc la spécification, la conception pendant une période avec des personnes, et puis après on va faire la réalisation et le test pendant les 6 semaines. Bon, donc voilà, c'est pas de l'agilité, hein, mais ça c'est pas très grave puisque l'agilité c'est qu'un outil. Hein, chez Pop peut avoir plein de qualités derrière. Voilà, je veux seulement faire remarquer que pour voilà donner une solution à un problème réel qui est ah oui, les développeurs ont la pression avec des sprints courts. Ah oui, ça fait aller vite. Ça pousse donc à travailler dans l'urgence. Alors, ShapeUp donne une réponse qu'on pourrait qualifier, une solution qu'on peut qualifier peut-être de radicale, voire d'extrême, hein, des cycles de 14 semaines, alors que dans l'agilité, voilà, c'est ce qu'on a pu développer avec Pablo dans la masterclass, on a plutôt une approche systémique, hein, qui se pose les questions. Donc, ouais, s'il y a la pression, c'est dans une équipe. L'équipe, elle a des parties prenantes autour, et donc on essaye de voir l'ensemble de cette pression de dingue. Voilà en intro. Ok. Il est chaud, Claude. Laurent, tu me laisses me faire des retours aussi, et puis peut-être qu'on ouvre la conversation à tout le monde ensuite, et tu vois pas ce que tu veux. Donc, comme Super. Un disclaimer, je pense que je vais être moins tranchant que lui. Donc, moi, j'ai un tout petit peu parcouru ShapeUp il y a 5-6 ans ou plus quand c'est sorti, mais vraiment de façon très très superficielle. Je ne l'ai pas vu en œuvre, je n'ai pas essayé de le mettre en œuvre, donc je le connais pas, et donc je le découvre avec toi, et je te donne mes notes prises à la volée, en fait, finalement, sur ce que tu as dit, plutôt que sur autre chose. Ce que je me dis globalement, c'est que ça rejoint un peu ce qu'a dit Claude, c'est on a du mal à faire du Scrum, donc on déplace le curseur sur un truc intermédiaire qui n'est pas aussi agile tel qu'on l'entend. On dégrade certaines choses parce que c'est trop dur de faire véritablement du Scrum. C'est pas un problème du tout si on est conscient qu'il faut qu'on progresse sur certains aspects. Bon, alors qu'est-ce qui m'inquiéterait dedans? Quand je vois une phase build et une phase shapes, ça m'inquiète, cette opposition. Okay, ne pas avoir les deux mélangés. Quand je vois cooldown, ça m'inquiète parce que je me dis que ça veut dire que quand c'est pas cooldown, c'est hot and sweetie, je sais pas, enfin super à fond par ailleurs, j'en sais rien. Qu'est-ce que je me suis noté? Bon, je me suis noté que le truc en parallèle shape d'un côté, build de l'autre, habituellement c'est une super mauvaise pratique d'avoir c'est comme si d'un côté j'avais les testeurs, la QA, de l'autre j'ai le build, ou d'un côté j'ai ceux qui bon voilà, donc de loin on se dit oula, en fait on a un truc, c'est comme si j'avais la description d'une boîte qui avance vers Scrum et qui est au milieu du chemin, avec toutes les difficultés des milieux de chemin. Bon, je suis désolé, je prends mes notes dans l'ordre, donc il peut y avoir des trucs de détail ou autre. Dans ta courbe avec la montée, la redescente, la colline là, est-ce qu'il y a des trucs qui ressemblent à des reviews au fil de l'eau? En fait, l'équipe est libre d'aller chercher du feedback même avant la fin du cycle. Voilà. Par contre, la review au sens Scrum, non. Mais par contre, après, rien n'empêche de faire une review comme dans Scrum, à chaque itération. Voilà. Par exemple, enfin, je sais qu'il y a certaines entreprises qui le font. Ouais. Sur la durée, à une époque, on trouvait que 3 semaines c'est galère parce que finalement t'avais une phase de chauffe, une phase de boulot et une phase où on redescendait. Enfin, 3 semaines, ça semblait loin, on voyait pas la fin de l'itération. Donc, laisse-moi parler jusqu'au bout. On voyait pas la fin de l'itération. Là, 6 semaines, ça me semble dingue. Je continue, puis après, je te donne la main, Claude. Je vois que t'as levé la main. Faire patienter. Voilà. La colline, elle me fait penser dans le bon côté, elle me fait penser au real option. On essaye plein de choses, on essaye de répondre à nos questions. Et puis après, t'as la ligne du milieu qui est le moment responsable. Maintenant, il faut changer, il faut trancher. Par contre, j'adhère pas du tout à ce que tu nous dis sur les rabbit holes, dans le sens où on prépare les erreurs qu'on pourrait avoir. Mais il y a une citation que j'adore depuis tout le temps. Aucun plan
ne résiste au premier contact avec l'ennemi. Donc, dire on va anticiper les risques dans lesquels on va tomber, c'est pas possible. C'est une illusion. Alors, dans les citations, l'autre truc que tu dis, par contre, rejoint une autre citation de Patton, un autre militaire, la première c'était Von Moltke, qui dit, vous savez, vous la connaissez, on préfère un plan correct tout de suite qu'un plan parfait dans 2 semaines. C'est un peu ça que j'entends, le good versus le best. Mais oui, le problème, ce serait de tomber, et je comprends qu'on y tombe, dans l'idée du prototype. On fait pas, dans notre approche, normalement, on fait pas un prototype. On découpe le gâteau dans une tranche très fine, mais le gâteau est complet, quoi. Donc j'entends ça, ok. Tu nous dis des trucs durs, toi aussi. Tu nous dis que dans Scrum, on pense pas à l'impact dans la phase alors qu'on pense qu'à l'impact. Toutes les user research, tous les trucs d'impact, ils sont là. Il y a aucune raison qu'on parle d'autre chose presque. Enfin, donc je comprends pas pourquoi tu dis que c'est pas l'impact dans Scrum. J'aurais pu imaginer que ces phases de shaping, comme tu dis, pourraient se ressembler à des design sprints, mais why not? Après, c'est vraiment bon. 2 choses que j'ai aimées pour finir. J'aime bien la notion de bet parce que ça correspond bien à. Mais c'est des scale-up, c'est des startups. C'est pour ça que t'as les grosses structures vont pas aimer les paris, ils vont pas aimer les hypothèses. Pourtant, c'est très important, c'est essentiel. Et j'aime bien parce que j'aime beaucoup ça, l'idée du débrouillez-vous à l'équipe. Bon, maintenant on a fait ça, débrouillez-vous. Bon, après ça doit générer des effets. Là, enfin, je sais pas comment ça fonctionne, là, mais habituellement j'aime bien faites exactement comme vous voulez. Nous, à la fin, on attend un truc. J'aime bien. Donc voilà. Comment est-ce que je redonne la main à Claude et puis après on ouvre le débat à tout le monde et tu réponds un peu à tout le monde et on essaye de se tenir dans la prise de parole, etc. et de couper son micro en fonction. D'accord ? Ouais. Oui, c'était juste un point de réflexion. Hein. On a tendance à dire Scrum, c'est des sprints de 2 semaines. Alors bon, c'est ou l'agilité, enfin peu importe pour Scrum. C'est plutôt de 1 à 4 semaines. Et alors moi, je me suis posé la question, mais pourquoi pas 6 semaines finalement, ouais. Pourquoi pas 6 semains? Et finalement, je pense que c'est pas ça la question en fait. C'est pas ça la question puisqu'il n'y a pas d'itération. Hein. Il n'y a pas d'itération dans ShapeUp. C'est pas des itérations, c'est des projets. C'est des projets qui durent 14 semaines. Et donc ça s'apparente plutôt à ce que j'appelle la saison, qu'on appelle le trimestre en fait. On a des réflexions sur un trimestre en gros, un peu plus ou un peu moins. Et voilà, on va travailler là-dessus. Et puis, on ne fait pas d'itération du tout. Il n'y en a pas. Il n'y a pas d'itération puisqu'il n'y a pas tout ce qui va avec les rites, il n'y a pas de délit de mêlée quotidienne, pour parler comme à Toulouse, il n'y a pas de daily stand-up, il n'y a pas de revue, il n'y a rien de tout ça. En fait, j'ai l'impression en regardant ça que tout est fait pour supprimer les conversations. Tout est fait pour supprimer les interactions et faire en sorte que les gens travaillent sans discuter, sans perdre de temps en réunion. Oui, ça se tient. Laurent, comment tu rebondis? Sur le dernier point. On veut rebondir, hein, vous levez la main, vous allumez le En fait, en fait, c'est pas évident après d'avoir cette notion de comparer. Mais effectivement, Claude, c'est vrai que c'est pas évident en fait de se dire au final est-ce que tel framework est agile ou pas. Je dirais que enfin je me suis posé la question un peu forcément. Moi quand j'ai démarré un peu cet accompagnement pour Open Airlines notamment. Ma question c'était au final c'est agile ou pas? Et en fait voilà. Et c'est vrai que par rapport à cette question, je pense que pour moi, je dirais, je nuancerais un petit peu cette question. Je pense que sur certains aspects, effectivement, ShapeUp est moins agile, est plus compliqué. Donc, et sur d'autres, et j'ai l'impression que, enfin, pour moi, sur certains aspects, il est quand même, il force un peu les personnes à rentrer un peu plus dans un mode qui nous permet d'être plus agile. Mais ça, c'est mon point de vue personnel. Voilà. Après, sur quoi il est moins agile, effectivement, mais tu l'as évoqué, Claude, en fait, on fait une itération, un cycle
de 6 semaines. Après, c'est comment on gère les feedbacks, au final, comment on va gérer les retours. Alors on peut avoir des feedbacks pendant les 6 semaines, d'ailleurs, c'est préconisé. On va aller chercher, enfin, d'ailleurs, normalement, il faut, tester les choses, mais par contre, auprès des utilisateurs. Mais c'est vrai que dès qu'on met en prod le dernier jour des 6 semaines, bah, après il y a des retours. Alors ces retours, bah, mine de rien, comment on fait? Alors il y a la fameuse phase des cooldowns où ça pourrait être traité. Donc ça, l'équipe est libre, voilà. Mais ça peut être aussi de les traiter dans une autre phase, un autre cycle, mais avec un pitch et une betting table. Et peut-être que la betting table ne va pas choisir d'améliorer les sujets en fonction des feedbacks utilisateurs. Et là, c'est vrai que il y a un point un peu crucial, c'est qu'on risque d'avoir peut-être des développements qui vont être plus compliqués à faire évoluer, un peu en mode MVP, mais MVP où bah, qu'est-ce qui se passe pour la suite. Mais après, ça n'empêche pas néanmoins de revenir sur des sujets qui ont déjà été développés juste à l'itération précédente, hein, ou celle d'avant, bon, pour les développer. Mais il faut avouer que par rapport à Scrum, c'est quand même c'est moins fluide et moins l'itération elle est moins forte là-dessus. Le feedback, on va dire. Par contre, là où je trouve où c'est enfin pour moi où il y a quand même une vraie agilité, je pense que c'est la manière dont l'équipe va prendre le sujet du pitch et en fait dans Chop-up on appelle ça l'appétit et en fait il n'y a pas d'estimation. Donc on enlève les estimations et je trouve que c'est beaucoup plus agile de parler d'appétit. Et l'appétit, c'est le côté effectual, hein, c'est-à-dire en gros, on n'estime pas les sujets, c'est vous avez 6 semaines, point barre. C'est-à-dire il faut que ça tienne dans les 6 semaines. Et je trouve que ce côté effectual avec cette notion d'appétit, eh bien c'est entre guillemets, ça rend l'équipe très autonome sur la réalisation et comme tu le dis, Pablo, c'est débrouillez-vous, mais de toute façon, il faut rentrer là-dedans, quoi. Voilà. Voilà. Après, Claude, je serai un petit peu plus nuancé sur la séparation que tu as dit, la division du travail, parce que je pense qu'effectivement, dans Scrum, il y a pas cette division du travail, parce que voilà, tout se fait, le product owner et l'équipe, il y a toute cette notion de réflexion. Et là, c'est vrai que le schéma, euh, c'est peut-être le défaut du schéma, c'est que on a deux cycles, on a l'impression que c'est séparé, mais au final, dans la phase de shape et de build, là, il y a beaucoup d'interactions entre les deux. C'est-à-dire, pendant la phase de shape, on va quand même solliciter l'équipe. Alors, d'une manière, bien sûr, c'est pas tous les jours, mais il y a une interaction qui peut être très bien définie. Et pareil, cette phase de shape, au final, elle existe aussi dans Scrum, parce il y a la user research, il y a le UX, l'ergonomie. Bah, quelque part, avant le sprint, des fois, on est obligé de commencer des phases de design. Et au final, bah, on pourrait appeler ça la division du travail aussi. Mais c'est vrai que dans Scrum, c'est les équipes. Le designer va être dans l'équipe. Et donc, c'est beaucoup plus intégré, alors que là, ce schéma nous montre que c'est séparé, quoi. Bon. Après, c'est vrai que c'est pas évident. Voilà. Bah, en tout cas, voilà mon feedback. Et je pense que là, ce qui est important, c'est d'avoir Bah, notre petit échange entre nous, je pense. je rebondis juste un peu. Finalement, moi, ce que je me dis, c'est, tu vois, habituellement, la question, c'est à quel moment on fait du Scrum, à quel moment on fait du Kanban, à quel moment on fait quoi. Souvent, on nous pose cette question. Et la réponse que l'on donne, c'est quand vraiment c'est le bazar et que c'est super dur, on fait du management visuel. Puis quand on atteint un certain niveau, on fait du Scrum. Et quand vraiment on atteint une certaine maturité, on passe dans le flux. On fait du Kanban. Bah là, Mm. potentiellement, je pourrais me dire, ma première étape je m'en fous que ce soit agile ou pas, hein, cette question, on s'en tape. La première étape pour installer un nouveau mode de fonctionnement, ça pourrait être Shape-up, parce qu'il y a quand même plein de choses à l'ancienne et quelques vocabulaires nouveaux. L'appétit, c'est très bien, c'est l'impact. Arrêtez de raisonner autrement que quel impact on veut avoir. Et puis tout d'un coup, tu as des bêtes. Et puis, tu as un temps assez court qui te fait aller droit au but. Hein. C'est un peu ça, maximiser la valeur pour minimiser l'effort. Les 6 semaines, c'est ça. Et après, quand on progresse, parce que c'est qu'un état intermédiaire, on peut se projeter sur un truc plus smooth, plus souple, plus
qui serait Scrum, si je caricature, et puis après potentiellement on passe en flux. Et je rebondis aussi sur la durée des itérations. En fait, c'est le risque qu'on est prêt à accepter. Si on est prêt à accepter des blocs de risque de 6 semaines, 6 semaines on s'est planté, on perd 6 semaines. Sinon on est prêt à accepter des blocs de 3 semaines. Sinon on est prêt à accepter des blocs de 2 semaines. Sinon on est prêt à accepter des blocs juste d'une semaine. Mais une semaine, ça demande une gymnastique qui est beaucoup plus lourde, qui est potentiellement beaucoup plus difficile qu'une gymnastique à 6 semaines. Donc au bout d'un moment, on peut basculer dans le flux. Mais en gros, c'est ça la réflexion dans la tête. Bon voilà. Quelqu'un a essayé du shape-up ici? Personne n'a fait de shape-up? Si. Non. Quelqu'un veut en parler? Je peux en parler si vous voulez. Nous, on a mis en place ShapeUp il y a 2 ans, accompagné par Laurent. Alors, l'accompagnement a duré 6 mois. Moi, j'étais pas là quand la décision a été prise. C'était du Scrum avant. Moi, je suis arrivée il y a 2 ans dans l'entreprise, tout juste pour le premier cycle ShapeUp. Pour resituer un peu le contexte, je pense qu'à l'époque, on devait être, une 50aine à peu près dans l'entreprise, tout confondu. Avec des équipes de dev, à peu près une vingtaine de personnes, product development, on va dire. Et on a mis en place ShapeUp, donc depuis 2 ans, ça marche bien. Après, par contre, on se l'est approprié, on se l'est adapté. Donc, par exemple, les cérémonies, on a des daily, on fait des revues à la fin de chaque cycle. Après, juste pour revenir par rapport au découpage shape et build, les sujets qui sont shapés, ça prend pas forcément les 6 semaines. On peut avoir des sujets qui vont prendre peut-être 1 semaine à shaper. Donc c'est pas forcément une durée de 12 semaines au global, parce que ça peut être 1 semaine de shape et après 6 semaines de build. Et un sujet qui est shapé, en fait on a toujours beaucoup plus de sujets qui sont shapés par rapport à ce qui est notre capacité de build derrière. Donc on a des sujets qui vont être jamais pris, parce qu'au final ils seront jamais priorisés, donc ça veut dire qu'ils seront jamais bêtés, donc du coup on les laisse de côté. Alors parfois ils peuvent ressortir 6 mois après, mais sinon ils peuvent être aussi abandonnés. Voilà, je sais pas si vous avez des questions. Je challenge un peu. Alors déjà la question qu'on va se poser, c'est pourquoi vous avez arrêté Scrum pour passer à ShapeUp. La deuxième, je t'en donne 2-3 les questions. Ouais. Pourquoi vous avez arrêté Scrum pour passer à ShapeUp? Qu'est-ce qui était pas bien ou trop dur dans Scrum? La deuxième question, c'est est-ce que ce côté appétit, je discute de l'impact, je discute pas d'autre chose, je fais des paris, donc je laisse des opportunités d'expérimentation, c'est bien pris en main par l'entreprise dans ce sens-là et pas dans on balance une liste de fonctionnalités, on s'en fout. C'est tout pour l'instant ce que j'ai comme question. Si on a d'autres, vas-y. Alors la première question, pourquoi le passage à ShapeUp? De ce que j'avais compris, puisque quand le changement a été fait, il y avait 2 raisons principales. La première, c'était pour redonner plus d'autonomie aux développeurs, plus aussi de compétences métiers, et voilà, qu'ils aient plus de choix possibles, qu'ils aient pas des tickets trop définis, et que voilà, qu'ils s'approprient un peu plus les produits et les décisions, voilà. Donc ça, c'était une des premières raisons. Et une des deuxièmes raisons, enfin une des raisons principales aussi, c'était pour relivrer plus régulièrement de la valeur métier, des nouvelles fonctionnalités, parce que après ça faisait un moment que Scrum était en place, et c'est vrai qu'il y avait des cycles, des sprints qui s'enchaînaient.
et avec des fonctionnalités qui au final n'aboutissaient jamais parce qu'en plus il y avait beaucoup de supports à côté, il y avait beaucoup de choses. Et donc là, au moins, le fait de borner entre guillemets sur les cycles, ça oblige à travailler plus en mode projet et donc à livrer. Donc c'est vrai que depuis 2 ans, on livre tous les 2 mois des nouvelles fonctionnalités avec de la valeur client. Voilà. Après, ce que je peux dire, c'est que je pense que aussi peut-être que ce qui a fait du bien, c'est le changement de méthode, en fait, le changement de process, la réorganisation. Tout le monde a été impliqué dans l'entreprise pour le changement. Donc, ça a redonné un peu aussi de... Voilà. Ça peut être fondamental de tout d'un coup avoir l'opportunité de s'autoriser d'autres choses, de changer un cycle vicieux qui ne fonctionne pas. Du coup, moi j'ai une petite question, Sophie, en fait, par rapport à la remarque de Claude sur effectivement, tu vois, comment vous gérez une fois la livraison effectuée, comment vous gérez les retours, les feedbacks, c'est au niveau de vos utilisateurs, je crois qu'il y a, enfin voilà, et lorsqu'il y a des retours, comment vous les prenez en compte? Enfin, et c'est là aussi peut-être une difficulté, quoi. Enfin, comment vous gérez cette phase-là pour que ça soit itératif aussi dans l'évolution du produit, quoi. Ouais, alors en fait, quand on a les retours clients, si on a beaucoup de retours, en fait, on essaie de les cumuler, de refaire un shape, pour refaire un build derrière, en gros repartir sur un nouveau petit projet qui va concerner le même périmètre. Donc ça, parfois c'est arrivé, on fait une fonctionnalité et puis on laisse passer un cycle, 2 cycles, histoire d'engranger un maximum de retours et après on repart sur un nouveau cycle sur le sujet. Et sinon, on a aussi un deuxième mode de fonctionnement pour les plus petits retours ou les bugs, qui est pas forcément du coup très très clair dans ShapeUp de la manière de gérer ça. Donc nous, on se les gérait par une équipe en fait à part. On a appelé l'équipe Off Cycle qui gère en fait tous les petits bugs et tous les petites nouvelles fonctionnalités qu'on pourrait livrer et on fait de la livraison quasi en continu. TMA. Alors un peu, mais par contre avec les équipes aussi qui tournent. Donc c'est pas une équipe fixe non plus. Ouais, c'est en TMA, ouais. Ouais. C'est pas au même moment. Bon, moi ce que je retiens c'est qu'est-ce que c'est dommage que les gens se donnent pas les moyens de faire un Scrum. Et voilà. Quelqu'un d'autre veut intervenir? Claude? On n'entend pas. Ça y est, oui, le micro. Ouais, juste sur le point de l'organisation du temps. L'organisation du temps, il y a 2 temps quand on développe. Il y a le temps du produit, à quel moment on va le livrer, et puis il y a le temps de l'équipe, à quel moment elle se synchronise, elle discute et tout. Et on a eu du mal avec Scrum à faire comprendre que ces 2 temps étaient différents. Il y a longtemps, les gens ont cru qu'à la fin d'un sprint, il fallait livrer quelque chose. Il fallait livrer quelque chose pour faire coïncider la fin du sprint avec une livraison. C'était évidemment pas ça qu'il fallait faire, ça n'est pas dit du tout dans Scrum. Et maintenant, évidemment, avec, si on voit largement, avec l'intégration continue, le déploiement continu, on va pas attendre la fin d'un sprint pour livrer si on le souhaite. Et puis il y en a d'autres qui veulent livrer moins souvent, par exemple les éditeurs de logiciels comme Basecamp, ça se comprend, qui veulent faire des mises à jour, par exemple, tous les 3 mois. Il me semble que c'est une mauvaise idée d'essayer de faire aller ces 2 temps ensemble. Ces 2 temps différents, qu'il faut garder différents. On livre quand on a de la valeur, et puis l'équipe, elle se rencontre, elle se synchronise. Là, Basecamp a choisi le rythme comme dans Sprint.
comme dans Scrum, pardon, avec une durée fixe, hein, la boîte de temps, pourquoi pas, c'est bien. Mais pourquoi avoir voulu mettre des projets à l'intérieur de cette boîte de temps? Il n'y a aucune raison objective pour que les projets tels qu'ils sont définis durent 6 semaines, en fait. Ça, il y en a des plus petits, des plus gros. Alors ça donne une contrainte, c'est intéressant effectivement, hein, c'est bien décrit, mais voilà, ça fait une gymnastique et ce qui est totalement masqué, c'est le découpage en amont des projets pour qu'ils ressemblent à peu près à ça en fait derrière. Alors juste une question de vocabulaire peut-être pour finir. Il y a la notion de projet donc dans Basecamp. Voilà, la notion de projet en gros. Il n'y a pas de produit, c'est un projet, donc c'est une fonctionnalité en gros, c'est ce qu'on appelle une feature. En gros, un projet, c'est un truc assez gros. Ensuite, il y a la notion de scope que Laurent a évoquée, qui correspond à la notion de story en fait. On l'utilise pas, mais c'est la même idée en fait. Et derrière, ils ont conservé la tâche qu'on a aussi dans Scrum. Donc il y a ces 3 niveaux-là aussi. Aymeric voulait dire quelque chose. Oui, c'est juste une question pour Sophie, si tu veux bien, Sophie. Parce que, enfin, moi, j'ai un peu ça aussi. Je suis dans une grosse boîte, il y a plein de projets. Ils sont tous là à faire leurs projets. Et je me dis, quand je t'ai entendu dire tout à l'heure que tu faisais le bête, tu as parlé de prioriser, que certains projets n'étaient pas pris. Je me dis, comment vous gérez pour prioriser, quand il y en a plein, et ceux qui passent jamais, je dis, ça crée pas des frustrations, le mec qui dit, et moi, et ça passe jamais. Enfin, comment vous gérez ça? En fait, là, la betting table, donc la responsabilité des choix, elle est vraiment portée par toute notre direction. Donc, ils sont 6 ou 7 à décider. Et donc de chaque département, hein, donc CEO. Produits, marketing, sales, il y a tout le monde. Et en fait, je sais pas trop, ça se passe un peu à huis clos, hein, comment ils priorisent, mais en gros, c'est en fonction aussi de ce qu'il y a dans le pitch. Et justement, alors nous, on s'est fait des templates de pitch pour dire, ce sujet, cette nouvelle fonctionnalité, qu'est-ce qu'elle va apporter, est-ce qu'elle va répondre aux besoins de beaucoup de clients, on a tout un tas de templates en fait, un peu qui va les guider et pour après les choisir. Donc par rapport à la frustration, oui, parfois c'est vrai que du coup on peut dire c'est dommage. Nous ça nous paraissait prioritaire, mais moins finalement que d'autres. Et on a une retour de mesure. Tiens, on a délivré cette chose-là. Et ça a eu l'impact attendu ou pas? On essaye de le suivre. Oui, alors peut-être pas suffisamment, mais on essaye. Et sinon, ce que je retiens de très important dans tout ce que tu as dit, c'est la conduite du changement est presque plus importante de Scrum, Shape-up ou autre, c'est tout d'un coup, toute l'entreprise a pris en main quelque chose et donc elle a adopté parce que l'entreprise là. Oui, après ça c'est mon point de vue à moi personnel, parce que voilà, je suis arrivée, j'ai vu ça avec moi j'arrivais avec mon bagage Scrum que j'aimais beaucoup, donc je suis arrivée là, je me suis adaptée à Shape-up et c'est vrai que je savais pas, je connaissais pas et j'ai vu que ça quand même rebooster un peu, mais je pense que c'est le changement aussi qui a fait du bien. Et Laurent ou Sophie, si vous deviez changer une chose, vous changeriez quoi? Dans Shape-up? Oui. Sophie, ouais. Donc, moi, je peux répondre, si tu veux, parce qu'on a déjà quand même changé pas mal de choses, donc on se l'est adapté en fait. Je pense que comme Scrum, de toute façon, moi j'ai jamais appliqué le Scrum à la lettre à 100%. Là, Shape-up, pareil, on s'est basé dessus, mais après, on en prend les grands concepts, mais après Vous avez ajouté que vous estimez très important, qui n'était pas là. Certaines cérémonies, déjà, je pense que ça, il faut le garder.
notre point de vue, mais je pense que c'est pas du tout incompatible en fait. Hein. Je pense que c'est pas forcément la méthode ShapeUp, elle donne des concepts, mais elle est pas, il y a pas, elle s'est pas autant guidée peut-être que Scrum, donc voilà. Je pense déjà ça c'est quand même quelque chose qui me semble, si je devais changer quelque chose ou rajouter quelque chose, ce serait ça. Pour ceux qui viennent pas de Scrum et qui en ont pas déjà l'habitude. Toi, Laurent? En fait, moi je dirais que c'est pas forcément quelque chose qui a manqué. C'est plus la problématique, et tu l'as évoqué, hein, Claude, d'équipe. C'est-à-dire que dans Scrum, l'équipe et la stabilité de l'équipe est essentielle sur la longueur des sprints, enfin sur la longueur des itérations. Et justement, c'est le fait de faire évoluer la taille d'une équipe ou les intervenants d'une équipe, ça demande toujours une adaptation. Je dirais juste que ce point-là, il est quand même critique dans ShapeUp puisque en théorie, l'équipe peut se reformer différemment à chaque cycle. Donc ça veut dire que tu l'as évoqué Claude, il n'y a pas d'équipe. C'est-à-dire que en gros, c'est en fonction des sujets où ça se forme. Et en fait, là où ça fonctionne plutôt bien dans une boîte de taille, on va dire, pas forcément petite, mais par exemple comme où vous êtes, enfin, maintenant vous êtes plutôt vers une centaine de personnes, mais quand vous avez commencé, comme tu le disais Sophie, c'était 50-60, on va dire. Euh, Là, c'est possible parce que les gens se connaissent en fait. Les développeurs, enfin les experts, ils se connaissent, tout le monde se connaît. Je pense qu'à partir du moment où on est dans des équipes, enfin enfin une entreprise où les personnes ne se connaissent pas, où se découvrent ou découvrent les sujets, bah là c'est vraiment compliqué parce que les équipes se forment et se reforment et la stabilité, enfin sur cette notion humaine d'une collaboration sur l'informel par exemple, bah tout ça, ça peut être assez perturbant et je pense que c'est un point critique qui n'a pas posé problème à Open Airlines, mais c'est aussi parce qu'à Open Airlines, il y a tout un côté où la culture d'entreprise est très forte. Et donc là, ça posait pas de problème. Par contre, dans d'autres contextes, je pense que là, ça doit pas être si facile que ça du tout, quoi. Ouais. Je peux rebondir d'abord, Sophie, juste parce que il y avait exactement cette question de Montaigne dans le chat, enfin, plus ou moins. Est-ce que vous voyez une entreprise qui grossit garder ce mode de fonctionnement, point d'interrogation, vu qu'il semblerait que les grosses entreprises ne l'adoptent pas? Ok, donc là on a eu une réponse de Laurent dessus. Moi je veux juste ajouter sur la réponse de Laurent, c'est parce que malheureusement, les entreprises qui grossissent pensent qu'elles doivent industrialiser. Or, une entreprise qui grossit pourrait très bien se dire qu'elle est un assemblage de petites entités de 50 à 100 personnes, et donc chaque entité, en tout cas si c'est ça le frein, si ce que tu décris c'est le frein, c'est pas un frein, c'est un faux frein pour moi, puisque grossir, ça veut pas dire tout d'un coup industrialiser, avoir des départements de 400 personnes, tu peux 2000 ou 3000, tu te gardes des départements de 100, ça demande beaucoup de synchronisation, ça demande une difficulté de découpage, mais tu pourrais continuer à le faire vivre. Il rajoute Laurent, ok, Penny Lane l'utilise, je sais pas combien ils sont Penny Lane. Et Sophie, donc tu voulais rebondir là-dessus, et puis après. Ouais, juste pour compléter, je sais que j'avais eu des échanges avec d'autres entreprises qui étaient en ShapeUp, mais eux en fait ils fonctionnaient avec ils avaient des équipes fixes et en fait c'était en fonction des builds, en fonction des projets, ils pouvaient mettre telle ou telle équipe ou une ou plusieurs équipes sur le même projet. Ils avaient des petites équipes composées de entre 2 et 4 personnes et qui bougeaient pas. Voilà. Nous, c'est vrai qu'on change toutes les équipes à chaque fois, mais il y en a qui fonctionnent par équipe. Voilà. Une dernière question, on clôture là. Un avis, vous pouvez aussi tous nous dire en une phrase, demain vous faites du shape-up ou pas? Allez. Julien, demain tu fais du shape-up ou pas? Allumez le micro. Il y en a deux. Je me dis. Ah oui, il y en a deux Julien. Alors, allez-y.
Vas-y, je t'en prie. Écoute, pendant tous vos commentaires et présentations, moi j'ai regardé un peu dans les écosystèmes où j'ai pu travailler. Et ouais, il y a des endroits où ça aurait pu, parce que les équipes notamment avaient besoin de maturité, enfin avaient une certaine maturité, une appétence technique, et je pense que ça leur aurait plu, mais ça les aurait confortés aussi dans leur comment dire, dans leur mauvaise habitude de ne pas aller voir les utilisateurs. Ça aurait été sans doute efficace, mais pour produire quoi, je ne sais pas. Et puis après, j'aime bien aussi le rythme qui est proposé parce que ça correspond en France au système scolaire avec 6 semaines, 2 semaines de vacances, 6 semaines. Donc il y a peut-être un tempo qui peut être intéressant à regarder, mais pas forcément en faisant du shape-up. Voilà. Ok. Et Julien numéro 2 ou numéro 1, peu importe, l'autre. Puis après on a un commentaire que Max fera à haute voix. Je me disais que j'ai peut-être déjà fait du shape-up sans le savoir, sans que le reste de la boîte non plus appelait ça comme ça, mais où dans un contexte startup, on nous disait le marketing ces 3-4 dernières semaines, ils ont identifié tel problème, on pense que c'est une opportunité business. Julien, un tel et un tel, si vous voulez, prenez Pablo et Claude avec vous, mais on estime qu'on pourrait investir 7 semaines dans ce sujet-là pour essayer d'obtenir tel avantage business sur notre concurrent. Allez-y, vous avez les mains libres. Dedans, on s'organisait comme on voulait. Ça m'a fait un peu penser à ça, du coup. Ouais, c'était pas la méthode à l'arrache, ça. Non, mais je veux dire, le département marketing et tout ça avait vraiment identifié une solution, un impact qu'ils aimeraient obtenir. Ils étaient prêts à investir pour une équipe qui bosse dessus pendant 6-7 semaines pour essayer d'obtenir 20% de plus sur tel aspect business. Et nous, d'ailleurs, on avait une équipe où on faisait ça. Et puis, quand on avait atteint notre objectif, ou quand ils avaient plus de sous à dépenser là-dedans, ils nous disaient autre chose. Et puis, on avait besoin de quelqu'un d'autre. Tiens, il y a un fort aspect, je sais pas, design. Prenez le designer avec vous. L'équipe a un peu changé. Et du coup, c'est de la arrache, mais ça aurait pu être du shape-up aussi. Et puis ça pourrait être du Scrum que tu découpes en itérations plus courtes. Ouais. T'es en approche produit, puis tout d'un coup tu fais une équipe impact sur cet impact-là. Alors Max, il est prisé depuis un moment, alors je sais pas s'il peut parler, mais je vais lire son message. Ouais, j'ouvre le micro, je crois que vous m'entendez? Ouais, j'ai le PC qui est bouillant, ouais. Donc je pense que la caméra, elle est morte. Désolé. Ce que je trouve chouette, en plus dans le partage qu'on a eu, donc merci à vous, c'est le fait de peut-être un petit peu court-circuiter l'agile fatigue et puis de se dire bah tiens, on peut expérimenter quelque chose d'autre avec ce côté les équipes qui se reforment. Quand il y a peut-être un peu de silotage ou un peu de manque de porosité entre des équipes produits. Bon après malgré tout, je reste assez fervent utilisateur de Scrum et peut-être aussi dans culturellement du développement de l'approche pilotage par la valeur dans des boîtes où il faut embarquer des parties prenantes et des métiers qui ont pas trop l'habitude ou qui sont très old school et ben juste des petites bases un peu pour les faire discuter sur le pilotage par impact. Je me dis voilà, il y a peut-être cette valeur là un peu d'apprentissage quoi pour ensuite monter un peu plus en sur d'autres approches quoi. Ouais. Nathalie, on ne voit pas, je sais pas si tu fais cuire tes champignons à la poêle et si tu nous écoutes, si tu veux intervenir, ou pareil. Non, c'est bon, j'ai géré le ventilo et tout. Alors moi j'avais lu un article tout à l'heure, effectivement la première slide, là on voit des témoignages, c'est celui de Thomas Moïse que je connais et j'avais lu son témoignage. Ça avait l'air intéressant quand j'avais lu et quand Laurent l'a présenté tout à l'heure, et ben ça m'a pas emballé du tout. C'est vrai que j'avais l'impression que c'était un truc, espèce de petit comité un peu secret comme ça qui fait des trucs dans son coin. Et en plus t'as commencé à citer tous les gens qui pouvaient intervenir. Et genre, parce que moi je suis UX designer, mais tu les as cités carrément en dernier, quoi. C'est limite, bon bah eux s'ils peuvent venir, mais presque s'ils pouvaient pas venir, c'est pas grave. Donc voilà, moi du coup ça me convient pas spécialement.
parce que j'estime qu'il y a quand même une importance à faire intervenir les UX designers, les vrais, c'est pas ceux qui font juste des jolies interfaces, mais les vrais, effectivement, en investigation en amont pour travailler avec les utilisateurs et rechercher quelque chose. Après, c'est sûr que moi j'avais l'impression que ça pouvait être bien pour un truc qui démarre, tu sais, et on essaye de chercher finalement la première étape de se dire bon bah on a eu peut-être une idée de je sais pas, d'appli, de service, machin, et on peut travailler un peu comme ça. C'est un design sprint qui a été piqué par la Ouais, c'est ça. Ouais, ça m'a fait penser au design sprint, effectivement. Voilà. Laurent, tu as levé la main. Ouais, désolé d'avoir du coup terni l'image que tu en avais avant. C'est pas grave, comme ça on va... Voilà, mais du coup, alors je pense que ça montre aussi que il faut peut-être effectivement aller chercher un petit peu plus de feedback et puis de réalité aussi. Enfin, c'est vrai que moi je vous partage des choses et puis d'autres articles, mais il y a aussi ceux qui l'ont mis en œuvre et du coup par rapport à ta réflexion sur l'UX design et l'ergonomie, en fait. Oui, c'est vrai que je l'ai énoncé en dernier, mais en fait, il faut que ça soit sur la phase de shape, c'est très variable et en fait, c'est lié aussi à la culture qu'on veut donner, enfin la culture entreprise, culture du développement. Et en fait, il y a des produits, des entreprises qui vont mettre le l'UX design en avant, enfin même pas en avant, comme pièce maîtresse. Ouais. Enfin moi je pense à l'incubateur eFounders où tous les projets qui étaient incubés, c'était d'abord UX design. C'était l'ergonomie, c'est fondamental. Bon voilà, ça fait partie de la culture aussi du développement. Il y en a d'autres où ça va pas être ça. Peut-être dans le secteur public, on en parlait tout à l'heure, mais encore. Ça dépend. C'était l'exemple, hein, mauvais exemple Oui. parce que ça dépend. Parce qu'il y a aussi des boîtes privées qui fait très mal les choses. Les et banques. donc voilà, les banques. Après, ça, en fait, les personnes présentes à la phase de shape dépendent tout simplement de la culture d'entreprise et de vers quoi on veut aller. Et il y a par exemple, il y en a qui vont mettre les sales ou le customer success dans cette équipe. Et ça veut dire qu'on va par exemple donner une tonalité beaucoup plus on répond aux demandes clients, ou plutôt on répond aussi à la notion de développement business. Et ça peut être sur des phases différentes, quoi. Et juste par rapport à ta dernière remarque, que ça peut fonctionner, ça fonctionne surtout sur des projets qui démarrent. Mais je pense que, en tout cas, dans les contextes dans lesquels on l'a vu, c'est plutôt l'inverse. En fait, par exemple, la Penny Lane, leur produit commence à être hyper mature, d'ailleurs un peu trop mature. Et en fait, justement, c'est peut-être aussi le moyen de faire la part des choses et de se protéger au final du flux de tout ce qui arrive quand le projet est trop mature et qu'on n'arrive plus à sortir la tête de ça. Voilà, enfin qu'on n'arrive plus à sortir du feedback des utilisateurs. Voilà. Okay. Après, à Open Airlines, les produits sont un peu vieux aussi maintenant, certains. Enfin, en tout cas. Mais du coup, moi je sais que, alors moi c'est vrai que j'en ai jamais fait, j'avais fait du Scrum un peu classique. Ma dernière mission, on était en Kanban et moi j'avais trouvé ça cool parce qu'on se prend pas la tête à faire des trucs qui rentrent vraiment dans les 15 jours, les 3 semaines avec des points, des machins. On faisait les priorités et les devs faisaient une estimation à peu près la louche. C'est rapide, c'est pas rapide, ça va prendre 2 jours, ça va prendre 3 semaines. Ok, ça roule, voilà. Ouais, exact. Mais je pense que y a pas de comparaison. Enfin, voilà. Enfin, c'est comme tu le disais aussi, Pablo. Je pense que ça peut dépendre les moments et c'est pas de dire que Shape est meilleur que Kanban ou Scrum. Hein. Enfin, et inversement. Enfin. Quelqu'un d'autre veut rajouter une dernière chose, puis on arrête là parce que sinon, si on vous piège à chaque fois dans le durée interminable. Voilà, merci beaucoup à tous. Sauf si quelqu'un veut intervenir, Olivier, Camilo, Montaigne, si vous avez des